je vais vous parler de ce qui me préoccupe depuis que je fais de l'acousmatique, puisque quand j'ai découvert l'acousmatique, c'est l'espace possible de cette musique qui m'a frappé et qui m'a fait choisir définitivement ce côté sombre de la musique plutôt que le côté clair de la musique instrumentale. J'ai donc réfléchi et parmi vous, il y en a plusieurs qui savent que j'ai commencé une réflexion théorique sur des catégories spatiales possibles, d'une part, et sur des figures d'espace à l'interprétation et donc à la composition. Pour justifier le propos d'aujourd'hui, qui est en fait d'avoir découvert par la pratique du dôme, d'un petit dôme au studio, une catégorie supplémentaire dont je vais parler, je suis obligé d'un peu faire des rappels, mais je vais le faire très rapidement, sur des catégories déjà établies, et certains d'entre vous ne les connaissent pas. La première que j'ai imaginée, et c'est celle dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'espace immersif. Donc, ce que j'ai appelé l'ambiophonie. C'est donc, en gros, pour résumer, vous avez toute l'explication là, le fait d'avoir un bain sonore en tant que tel, dans lequel on plonge l'auditeur pour une perception unifiée, et c'est là que j'insiste, unifiée des sons et de l'espace. Ce qui veut dire que ce qui se passe au niveau sonore est à peu près plus ou moins la même chose. Il y a très peu de polyphonie, si vous voulez. Alors ça a été développé dans 3 articles dont vous trouvez les références plus bas. Je l'ai également mis, cet article-là, je pense, sur edu.com. Academia, merci. Alors, donc cette première catégorie, ok, c'est de celle-là qu'on va parler, mais je vais reciter les autres pour faire cette différence. Donc l'espace source, pointillisme, où là on entend les sources, c'est-à-dire on sait d'où vient le son. Ce n'est pas une écoute unifiée, c'est une écoute au contraire très, très pointue, où on entend vraiment où est le son. Pierre-Henry, etc., vous avez une espèce d'historique, et cet espace-là est le plus souvent utilisé dans ce qu'on entend dans les musiques multiphoniques. Multiphonique, souvent le standard aujourd'hui dans la musique électroacoustique en tout cas, étant l'octophonie. Et elle joue avec des masses. Le pointillisme joue avec des masses, avec des dialogues également, des superpositions, mais on sait toujours d'où vient le son. J'insiste là-dessus. Alors, l'autre catégorie de l'espace source également, qui est la plus employée, en fait, c'est la catégorie du mouvement. C'est-à-dire que je peux connaître d'où vient le son, mais en plus, ce son bouge dans l'espace constamment, et j'entends donc des trajets. Ce qui fait que le mouvement est double. Il y a d'une part le mouvement externe, celui que l'on applique au moment, par exemple, de l'interprétation, si on fait de l'interprétation stéréophonique, ou au moment de la composition, si on fait de la composition multiphonique. Mais il y a également, et c'est là que nous sommes en plein dans l'acousmatique, les mouvements imaginaires, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires et qui sont présentés à l'imaginaire parce que l'on sait comment une toupie tourne et on sait comment une bille tourne et on sait comment une voiture fait un trajet de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est-à-dire qu'on a une relation également avec ce qu'on appelle l'espace interne, celui des corps sonores utilisés ou en tout cas du contexte utilisé. Je passe sur les expériences qu'on peut faire, mais je vous en raconte quand même une dans une pièce paysage sonore, paysage vitesse qui s'appelle pour la danse, une pièce des années 84-5 par là,
À un certain moment, il s'agit donc de passage de train à un certain moment, et je refais le même mouvement, le même passage, exactement identique, quelques minutes plus tard. Donc on garde en mémoire, ce qui est important, le rapport, et je fais la même chose avec une cigale qui en principe ne fait pas ce trajet. Et ensuite, dans des stages, je demande aux gens: qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez quoi? Vous entendez la source, donc vous entendez une cigale, ou bien vous entendez un mouvement? La plupart des réponses sont, bizarrement, j'entends un mouvement. Donc, autrement dit, l'écoute du mouvement prime sur l'écoute de la source. La même fonction, c'est une fonction, si ce mouvement n'est pas justifié par l'espace interne et qu'il est donc appliqué en surnuméraire, si je puis dire, se passe le phénomène qui est identique à celui qu'on a dans la musique pour clavecin au départ et pour luth des XVIIe et des XVIIIe siècles, qui sont de prolonger les impossibilités instrumentales à faire du son long en remplissant le vide avec des ornements quelconques. Eh bien, je pense que quand le mouvement est ajouté de façon gratuite, par exemple sur des sons de synthèse qui ne le demandent pas et qui n'ont pas été déjà composés en mouvement, eh bien, je pense qu'on a le même phénomène d'une ornementation qui est surajoutée, inutilement ou utilement, selon les cas, si l'on veut faire vivre une musique peut-être, de façon à ce que cet ornement, mouvement, prenne un rôle superfétatoire à la musique. J'espère que je me fais comprendre. Et c'est le même rôle, me semble-t-il, qu'au XIXe siècle, le timbre a joué par rapport à la ligne mélodique. C'est-à-dire que la ligne mélodique existe, mais on lui surajoute des considérations timbrales, timbriques, qui lui donnent une valeur ajoutée supplémentaire. Et me semble-t-il que le mouvement extérieur pourrait jouer ce même type de rôle pour des sons qui ne le demandent pas. Projection, HP identique en multiphonie, mais également diversifiée en couleurs, en mouvements renforcés, qui sont créés à la console. Je n'ai pas le temps de vous faire passer l'exemple que j'avais prévu de Stéphane Dunkelman, qui est actuellement maintenant également professeur au Conservatoire Royal de Mons à Araucaré, une vieille pièce, mais dans laquelle le mouvement en tant que tel trouve tout son sens. Voici pour l'espace source. Ensuite, vous avez une troisième catégorie qui est la structure spatiale, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'espace-géométrie, où on considère l'espace de façon abstraite et prédéterminée. Ce qui veut dire que la pensée se fait à partir des systèmes multipistes, la plupart du temps, comme composition de l'espace en mono, en bi, en quadri, en triple stéréophonie, en octophonie ou en cube, en volume, et toutes les combinaisons possibles. Ça, c'est ma première pièce multiphonique en 89 qui s'appelle Terre. C'est personne, à l'époque, il y avait strictement personne pour vous donner le moindre conseil sur comment faire. Donc voilà, je suis parti de ce que j'avais sous les mains, c'est-à-dire de la multiphonie, donc des combinaisons de bi, de quadri, etc. Ce qui fait que le point positif de la chose, c'est qu'il est possible alors de structurer une œuvre, de structurer l'architecture temporelle de l'œuvre par des situations spatiales prédéterminées, ce qui permet peut-être de multiplier les notions de variation par l'espace. Alors,
ça suppose également des jeux de triangles, de quadratures, etc. On peut avoir également un rapport avec des transitions, des ruptures, mais tout cela fait que l'espace est contrôlé constamment et nécessite de prévoir un principe de dispositif qui sera définitif, celui-là, et qui devra être reproduit tout le temps. Et d'autre part, j'ai constaté que s'il y a une trop grande complexité en nombre de pistes ou en variations, ça devient, pour la perception, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'entend plus la structure qu'on voulait faire entendre au départ. Alors, je vous donne tout simplement un exemple des 25 minutes où on voit très bien les 4 pistes, 1, 2, 3, 4, qui entourent le public. Je vous montre le plan après. Et 4 pistes qui sont divisées en 2 et 2, hein, qui sont plus parmi le public. Je vous montre ici. Voilà, vous avez les 4 pistes, 1, 2, 4 et 3. 1, 2, 4, 3, qui entourent et qui se mettent sur les côtés du public, et les autres qui sont, la console est au milieu, et les autres sont en stéréophonie entre 7, 8, ou 8, 7, et 5, 6 ou 6, 5, dans l'autre sens. Voilà. Donc, à partir de cette disposition qui est prédéterminée, qui est préétablie, peut commencer la composition et structurer les différentes sections spatiales bien typées dans leur morphologie, dans leur combinaison. Donc, j'ai appelé ça l'espace géométrie parce que je n'avais pas d'autre nom. Et puis après tout, la géométrie et l'espace, ça fonctionne. Et nous avons ensuite l'espace illusion. Magie, image. Alors, un jeu de mots, mais magnifique. Magie de l'image. C'est bien sûr au départ l'illusion de la profondeur de champ, de la stéréo. Et le son n'est plus un son réel, comme dans l'espace source. C'est un son image. C'est une image de son, puisque quand vous mettez un son stéréophonique sur 2 haut-parleurs, vous avez une 3e dimension, qui est la profondeur, et qui est cette illusion de l'espace. Alors, je n'ai pas le temps, et puis je ne suis pas là pour ça, et puis d'abord les étudiants connaissent ça par cœur, et je pense tout le monde aussi. Qu'est-ce qu'un acousmonium? Et si Jonathan, tout à l'heure, dans sa conférence, l'aborde, ce sera magnifique. Donc, je ne vais pas vous parler de l'acousmonium à la François Bell. Et je vais simplement vous signaler que c'est un instrument très, très différent de tout autre système, dôme, installation sonore, multiplication de haut-parleurs de même marque ou de même couleur, puisque là, au contraire, on va varier les orientations, on va varier les couleurs, on varie les rôles musicaux, et même on varie les cônes de présence. J'en profite, ayant parmi nous une assemblée compétente, pour faire la différence entre la musique acousmatique d'une part et toutes les autres musiques sur support. Donc, ce qui est pour moi, mais pas seulement pour moi, ce qui est sur support n'est pas automatiquement acousmatique. Ça suppose bien d'autres choses. Ça suppose d'abord, d'une part, la relation avec l'idée de l'image dans 2 appropriations. La première étant l'appropriation perceptive, c'est-à-dire les images mentales, d'une part, le cinéma pour l'oreille, autrement dit, les métaphores, autrement dit, la suggestion
de l'imaginaire conduit par le compositeur vers la tête, si je puis dire, vers l'intériorisation de l'auditeur. Et enfin, toujours dans la perception, les 3 degrés temporels de la mémoire, je ne vais pas développer cela, mais c'est tout aussi important, au même niveau, que de savoir susciter des images mentales. Donc les 3 degrés courts, moyens et longs de la mémoire. Ça a été développé par François Bayle dans une série d'œuvres qui s'appelle La forme du temps est une oreille, quelque chose comme ça. Toutes les œuvres concernent cette question de la mémoire. Donc, relation à l'image perceptive, mais également productive, c'est-à-dire soit répondant à la théorie du signe selon Charles Peirce, et je sais que Daniel en parle dans son cours, je ne vais pas insister, le synsigne, c'est-à-dire les issons, le calisigne, c'est-à-dire les dissons, c'est-à-dire la trace, en quelque sorte, et enfin le légisigne, c'est-à-dire le son métaphore, le messon. Si vous voulez plus je vous recommande la lecture du livre de Charles Peirce qui a été traduit en français sur le signe. J'ai oublié de mettre la référence. Je la retrouverai si vous voulez. D'une part, ça c'est une chose. Mais il y a également les notions de figure. Donc je parle bien de relation à l'image productive, les notions de figure. La figure étant des formes matières abstraites, arbitraires, mais qui tissent entre elles des réseaux de liens. Et ces liens se font à travers des espaces, mais cette fois-ci des espaces fictifs, c'est-à-dire ils sont imaginés. Ils ne sont pas la représentation du réel comme dans l'image de la théorie du signe et certainement pas comme dans les images du cinéma pour l'oreille. Voilà, j'ai voulu simplement vous donner cette petite chose-là qui est en rapport évidemment avec l'espace illusion hein, et la cosmonium à la française. Voilà, j'en termine avec ça. Maintenant on passe, si ça veut bien, oui, non ça ne veut plus. Ouais. Vous n'aviez pas ça affiché? Si, quand même. Alors, passons à l'espace divisé. C'est marrant, les titres ne sont pas repris. L'espace divisé. Alors, nous avons à Musique Recherche un studio en dôme, un petit dôme. Mais un vrai dôme quand même, c'est-à-dire 8 haut-parleurs autour des gens, 2 haut-parleurs stéréo principaux, 2 autres haut-parleurs encore pour accentuer la stéréo. Anna, qui était hier, a pu faire l'expérience dans le studio des différentes possibilités sonores que ça suppose. Et 8 haut-parleurs plus petits et plus resserrés, au-dessus de la tête du compositeur qui est au centre de ces 8 haut-parleurs. Il existe également, pour y avoir travaillé dans le studio magnifique, les studios magnifiques de Flo Meneses à Sao Paulo, à l'université de Sao Paulo, existe également 8 haut-parleurs en bas et 8 haut-parleurs en haut, mais ils ne sont pas tout à fait en dôme parce qu'ils sont sur la même hauteur, enfin au même emplacement que les 8 haut-parleurs du bas. Donc ils entourent également, mais venant d'en haut. Mais avec des haut-parleurs formidables, des Meyer, enfin des qualités incroyables. Donc l'espace divisé, pour moi, ferait partie de l'espace ambiophonique parce que nous avons un bain sonore, y compris cette fois-ci en hauteur. Or, la perception de l'auteur est quasi, pas complètement, pas aussi, mais quasi aussi précise, surtout dans les premiers mètres.
Dans les premiers mètres de hauteur, on entend très très bien les mouvements qui se font là. Alors, ce qui m'a permis de vérifier la chose, c'est, si certains le connaissent, le studio, enfin, plutôt la salle de concert de l'université, la Queen Elizabeth University de Belfast, où il y a un bâtiment tout en hauteur, avec quelque chose comme 30 mètres, je ne sais pas exactement, mais 30 mètres de hauteur. Et les gens sont sur un caillebotis et en dessous, il y a encore des haut-parleurs. Donc les gens entendent des haut-parleurs qui viennent d'en dessous d'eux-mêmes, au même niveau, au premier niveau, au deuxième niveau et tout en haut au troisième niveau. Et ça m'a intéressé de jouer dans ce lieu pour savoir si oui ou non, une bonne fois pour toutes, on entend l'espace en haut, en hauteur. Effectivement, on entend en hauteur. La seule chose qu'on n'entend pas, c'est si on fait des mouvements à partir du troisième niveau, qui doit être quelque chose comme à 15 mètres. Là, les mouvements, je ne les entends plus. Donc, ça suppose quand même d'avoir une hauteur relativement proche de la tête, disons à 2 ou 3 mètres de la tête. La division spatiale, par conséquent, est conditionnée, forcément, par une multiplication des canaux en sortie. Et me semble-t-il, il en faut 16 au minimum. C'est vraiment le minimum. Par exemple, John T. Harrison, il y a 2 ans, a fait une pièce dont le nom ne me revient plus en tête. Il y avait 72 canaux qui sont divisés en des zones spatiales totalement différentes. Et puis il y a le fameux dôme de Robert Normando, sur le dôme de l'Université de Montréal, qui a 32 canaux et qui fonctionne magnifiquement avec notamment l'Octogris, logiciel qui a été mis au point là-bas à partir du logiciel utilisé au ZKM. Et cette configuration permet vraiment beaucoup de possibilités. Si vous voulez entendre cette œuvre et d'autres de Robert, bien, il est invité dans le prochain Espace du Son du 8 au 12 novembre. Je fais la publicité tant qu'à faire. Alors, 64 au canot et sur 104 haut-parleurs en coupole à Bruxelles en 1974. Je veux dire par là que nil novi soupçolé, messieurs, dames, ça a déjà été fait à Bruxelles bien avant, avec cette recherche que dont Leo Kuper, un des 3 pionniers de la musique électronique en Belgique, s'est fait une spécialité, c'est-à-dire la recherche sur la perception angulaire du son. Et vous avez ici certains schémas qui vous donnent une idée qu'en fait, sur le même plan horizontal que la personne qui écoute, on peut avoir jusqu'à une différenciation de 1,5 degrés. Oui, vous l'avez ici, entre 1 et 2 degrés, vous avez une ligne au milieu de différenciation possible. Je laisse prendre la photo avant de passer à la suivante. Merci. Voilà. Alors, voici encore les résultats de ces recherches de l'époque, où là, il s'est intéressé de savoir comment on perçoit l'espace en hauteur, cette fois-ci, en angulaire hauteur, puisqu'il a sa recherche portée sur les coupoles. Le dessin est très petit, mais comment je peux faire pour l'augmenter? Je crois que je ne peux pas. Chaque ligne, si vous voulez, représente un niveau. Donc, la ligne droite, c'est vraiment la perception la plus évidente de tous les mouvements sur le plan horizontal. Et ensuite, au fur et à mesure que l'on monte dans les hauteurs, la perception
est moins précise, mais elle existe. Et ici, vous avez un exemple des dômes, celui du château Malou dont je vous parlais. Pour moi, c'est un souvenir incroyable. C'était une œuvre magnifique qui s'appelle Innominé. Et c'est ce concert-là avec un autre où on entendait le voyage de Pierre-Henry et les espaces inhabitables de Belle. Mais c'est ce concert-ci qui m'a fait prendre conscience en 1974 qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur le plan spatial dans la musique électroacoustique. C'est ce concert-là où j'ai été ému, choqué, émerveillé par le jeu spatial. Et je vous raconte comme ça une anecdote, mais il avait également inventé le kinéphone, donc un clavier avec des touches blanches et des touches noires, qui ouvrait chaque fois un ampli, des 104 haut-parleurs, et ce qui permettait de jouer de l'espace. Et ce que j'ai fait sur le kinéphone, c'était magnifique. Tu joues comme pianiste, et puis tu as le mouvement qui se fait dans l'espace directement et en temps réel. Voici d'autres exemples. La coupole à la Biennale de Venise en 86. Vous voyez que les points sont mathématiquement ordonnés, si je puis dire. Une mauvaise photo, mais c'est la seule que j'ai. C'est ce concert à Malou dont je vous ai parlé. Derrière, vous avez son mur de synthèse analogique. Il ne reste plus que 5 minutes. Tu as compté les 3/4 d'heure, là? Oui. Bon, bah alors. 5 minutes avant les questions. D'accord. Alors, je vais beaucoup plus loin, donc voilà. Et on a la caractéristique de l'espace divisé. Ce n'est pas du pointillisme parce qu'on n'entend pas les sources spatiales. Il est globalisé. Et il y a des petits mouvements internes qui le font vivre, mais ce n'est pas non plus l'ambiophonique générale parce qu'il y a des variantes. On entend des événements qui participent au flux. Ça me fait penser que c'est la taxonomie des énergies-mouvements, c'est du flux. Alors c'est une pièce en 32 canaux au départ, donc il m'a fait pour cette session-ci, donc je devais vous la faire entendre, un mixage spécial en 8. Vous pouvez remarquer que vous entendez les détails. Dans un espace ambiophonique, vous n'entendez pas les détails. Top, sinon vous n'entendrez jamais ma musique quand même. Voici donc des exemples sur différentes capacités d'expression de l'espace divisé, me semble-t-il. Le premier, il est évident, c'est le foisonnement. Les extraits que je vous donne, ce sont les pièces que vous entendrez ce soir, mais en 16 canaux. Ici, vous les entendez en 8. Et donc, le début... Alors, la figure d'espace, pour la composition comme pour l'interprétation, c'est l'accumulation, mais ici sur deux niveaux que vous n'entendrez pas maintenant, mais ce soir. Haïku, printemps, jeu d'oiseaux. Voilà, etc. Vous entendez à la fois des oiseaux et d'autres choses qui se passent. Naturellement, on pourrait croire que les oiseaux se trouvent en haut et le reste en bas. Eh bien non, j'ai fait l'inverse. Alors, le deuxième expressivité possible, ce sont les mouvements internes démultipliés. Donc par exemple, la notion de vague, qui est une figure d'espace,
Alors, la dramatisation. Et alors ça, par contre, l'espace divisé permet beaucoup de choses qui créent des dialogues, des surprises, des inserts, des objets, des événements musicaux qu'on n'attend pas, qui brusquement apparaissent. Ça marche très très bien dans ce cas de figure. Donc voici des jeux d'enfants. Un insert qui vient d'ailleurs, encore un autre, des cris, plus l'espace réverbéré, un insert, etc. Forcément des dialogues, des réponses, et enfin l'action-réaction, c'est-à-dire clarifier des attaques-résonances, par exemple, en mettant l'attaque d'un côté, la résonance de l'autre, en bas ou en haut, ou l'inverse. Euh, donc la figure d'espace, c'est le rebond ou le déclenchement par substitution d'attaque. Il me reste juste à vous dire deux choses sur l'espace recomposé cette fois-ci, et ce qui me paraît être l'image même de cet espace divisé par la multiphonie, c'est le fait de pouvoir en volume multiplier les divisions et donc reconstituer un univers globalisé, mais artificiel d'une part, ou au contraire, comme chez John T. Harrison, proche de notre perception du réel. Et là, vous avez un travail de synchronisation, donc de superposition spatiale pour faire des objets composés comme chez Fer, mais cette fois-ci des espaces composés. Le reste pour ce soir. Et la conclusion, c'est que, me semble-t-il, que tout système global, et donc il n'y a pas que le dôme, et je suis curieuse d'entendre ce qu'on entendra de Jean-François Mingeard et de Jean-Marc Duchesne ce soir. Donc tout système qui est globalisé, fixé en tant que globalité, et permettant un espace immersif dans toutes les directions, me semble-t-il, pourrait être le vecteur d'une écriture très différente de l'espace. Pourquoi ? Parce que les outils numériques d'aujourd'hui le permettent, les outils de spatialisation qui se multiplient aujourd'hui, Max MSP, par exemple, Flo qui a fait un magnifique travail sur l'espace justement en dôme et sa globalisation avec des plugins. Eh bien, tous ces outils, me semble-t-il, devraient être d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pour moi, ils sont vraiment à l'image de notre monde globalisé également, par l'économie notamment, par les fractales, les mathématiques du fractal, les effets papillons par exemple, mais aussi le plaisir immédiat du bain sonore. Et ce plaisir immédiat du bain sonore procure aussi le risque d'un assoupissement des facultés critiques et intellectuelles au bénéfice de toute toute prise de pouvoir dictatoriale. Je fais de la politique, mais ça me paraît évident qu'il faut y faire attention. Et donc on constate dans bien des endroits où on vous dit « Dormez bonnes gens, on s'occupe de vous ».